Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malonda, le présentateur de l'émission La Voix des écrivains. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission La Voix des écrivains. L'homme que vous voyez ici est professeur de culture. Tout à l'heure, nous allons le recevoir. Maintenant, nous allons passer d'abord à notre première séquence, nos invités. Merci. Le premier invité s'appelle Jean-Pierre Béchu, ancien professeur d'histoire-géographie. Jean-Pierre Béchu, vous enseignez aujourd'hui la culture générale à des étudiants préparant des BTS. Vous avez été secrétaire général de la Société des poètes français, puis avec Marguerite Chamon, déléguée de cette société pour la Seine-et-Marne de 2016 à 2020. Toujours avec Marguerite Chamon, vous appartenez aujourd'hui à Poètes sans frontières. Votre vie se partage donc entre l'enseignement et l'écriture. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages, surtout des essais, dont 6 anthologies de poésie faites avec Marguerite Chamon. Bien. Notre deuxième séquence maintenant, le livre de l'auteur. Le livre de l'auteur, c'est cette anthologie de l'émerveillement que nous allons parler tout à l'heure aussi avec la deuxième invitée qui est Marguerite Chamon. Bien, bonjour Jean-Pierre Béchu. Bonjour Denis Malonda. Depuis quand êtes-vous membre des Poètes sans frontières? Une dizaine d'années, à peu près. Une dizaine d'années? Une dizaine d'années. D'accord. Mais les Poètes sans frontières sont-ils représentés un peu partout? Oui, il y a des membres qui sont répartis dans toute la France. Toute la France? Oui, oui, oui. Mais dans d'autres pays africains, par exemple, européens ou américains, non? Non, mais Poètes sans frontières est connu dans l'Afrique francophone et dans beaucoup de pays, puisque c'est une association loi 1901 qui a pour but de venir en aide aux populations défavorisées, aux populations en difficulté. Et Poètes sans frontières, donc, est intervenu, par exemple, au Burkina Faso, au Liban, au Cambodge, en Haïti. Actuellement, Poètes sans frontières aide les réfugiés ukrainiens via une association qui est l'association SOS Famille d'accueil. Donc Poètes sans frontières a des membres actifs dans toute la France et est connue dans tous les pays où elle intervient. Maintenant, quelles sont les conditions d'adhésion? S'il y a des gens qui veulent adhérer à Poètes sans frontières, comment ça se passe réellement? Alors, il faut tout simplement faire un chèque de 30 € à l'ordre de l'Étrave. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Et puis un chèque de 10 € à l'ordre de Poètes sans frontières. Alors, l'Étrave, c'est une revue trimestrielle publiée par Poètes sans frontières, une revue de poésie. Et Poètes sans frontières, c'est aussi une maison d'édition. Ah, d'accord. Ce sont les éditions de la Nouvelle Pléiade. Et Poètes sans frontières, donc, organise des récitals, diverses manifestations culturelles, dont les profits, dont les bénéfices sont justement consacrés à l'aide aux populations en détresse. Ah, d'accord. Maintenant, cette anthologie que vous nous avez apportée, quand est-ce qu'elle est sortie? La date de sortie de cette anthologie, c'était quand? Alors, elle est sortie en octobre 2023. Ah, d'accord. Voilà. Combien d'auteurs ont participé à cette anthologie? Alors, il y a 68 auteurs et il y a 68 auteurs et 18 illustrateurs. Ah, il y a aussi il y a aussi des illustrateurs, 18. Bon, qui a pris l'initiative de cette anthologie au départ? C'est qui a eu cette idée? C'est Marguerite Chamon. Ah, Marguerite Chamon. C'est Marguerite Chamon qui a tout conçu, qui a tout orchestré à 93 et 94 ans. Voilà. Comment a été le contact avec les auteurs? Oh, très bon contact, hein, très bon contact. On a des fidèles d'abord, ceux qui sont de toutes les anthologies et qui se sont lancés dans cette nouvelle aventure littéraire. Et puis il y a les nouveaux.
Les nouveaux, alors certains ont déjà publié et d'autres publient pour la première fois grâce à cette anthologie. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous les avez contactés et au moment de la publication de cette anthologie? Il s'est passé combien de temps? À peu près un an. Ah bon, un an? Ah oui, ça a duré un an, oui, oui. La prise de contact, ensuite on a attendu qu'ils nous envoient leurs œuvres, et puis il y a eu les problèmes de relecture, de correction, d'ajustement au niveau littéraire, etc. avec les auteurs. Ça a pris un an. Ah d'accord, donc vous recevez les manuscrits et vous commencez à les lire pour voir la qualité littéraire, c'est bien ça? Oui, oui. Ah d'accord. Oui, oui, on lit les textes, on les juge. Vous êtes très exigeant. Assez. Assez. Assez, oui, oui. Oui, il arrive parfois qu'il y a des auteurs qu'on est obligé de refuser. Et c'est compte tenu de la qualité littéraire. Oui, oui, oui. Et c'est toujours un problème, moral, hein. C'est triste de devoir dire à un auteur que, bon, on ne peut pas le publier. Ça arrive, ça arrive quelquefois. Mais en règle générale, ça se passe bien. Et si leurs textes ne vont pas bien au niveau de la forme, bon, ils les réécrivent, on apporte un peu d'aide à certains. Ça se passe bien. Mais combien combien d'anthologies avez-vous déjà publiées? Alors, c'est la 6e. Ah, la 6e, quand même. 6e. Oui, oui, oui. C'est une collection qu'on a lancée, et là, c'est le 6e volume d'une collection. Il y a eu l'éveil de Myosotis, les poètes L'eau et le feu, les poètes et le cosmique. Il y a eu une anthologie de la poésie ancienne et marne en Val-de-Marne, et puis le tome 1 de l'anthologie d'émerveillement, et vous avez entre les mains le tome 2. Bon, mais depuis que vous avez publié les anthologies, est-ce que les retours sont favorables ou bien les retours sont positifs? Oui, en général, oui. On a de très bons retours. Ouais, les poètes sont très contents parce que ce sont de belles éditions, de luxe, la mise en page est agréable. Et surtout, ce sont des livres qui sont largement distribués. C'est-à-dire que ils sont sur les sites de vente en ligne, sur Internet. Ils sont disponibles dans toutes les librairies. Donc, on n'est plus dans l'édition qui est souvent confidentielle, hein, au niveau de la poésie, vous savez. Oui. Les éditeurs de poésie publient en nombre d'exemplaires réduits. Et souvent, la distribution, elle est assez confidentielle. Alors que là, c'est véritablement une distribution à l'échelle nationale. Les livres sont disponibles en librairie, sur les sites de vente en ligne. Il y a quand même une vitrine qu'on donne aux auteurs. Mais certains lecteurs disent que le livre est trop cher. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi? Oui, alors, oui, les livres sont chers. D'abord parce que ce sont des éditions de luxe, papier glacé, grand format. Il y a des illustrations à chaque page. Mais il y a eu une inflation du prix du papier. Ah oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est à cause de l'inflation du prix du papier. Oui. Parce qu'il y a une répercussion à tous les niveaux. Oui. Et tous les prix des livres ont augmenté. Donc, on accuse le coup de cette augmentation du prix du papier. Oui. Qui fait qu'un ouvrage comme celui-ci... c'est vraiment de très bonne qualité, hein? Oui. Ah oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous demandent si on referait une nouvelle anthologie? Oui, toujours. Toujours? Ah oui. La demande est permanente? Surtout nos fidèles, ils veulent toujours avoir une nouvelle anthologie, oui. Mais vous savez, Jean-Pierre Béchu, vous êtes un homme de culture aussi, vous êtes professeur de culture générale. Bon, tout ce que vous faites, vous réussissez. Mais est-ce que vous avez pensé à la relève? C'est-à-dire, le jour où vous ne serez plus là parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, vous irez voir les anges. J'espère que ce ne sont pas les démons. Oui, écoutez, pour la relève, mon Dieu. Comme le veut l'humaine condition, Marguerite Chamon et moi-même, nous déserterons un jour la planète. Oui. Nous ne savons pas encore lequel des deux tirera le premier sa révérence. Toujours est-il que l'autre ne publiera pas de nouvelles anthologies. La collection s'arrêtera là. Ah donc, il n'y aura pas de... Non, parce que tout s'arrête, tout est éphémère, mais rien ne s'efface jamais. C'est-à-dire que nous espérons, avec ces anthologies, laisser une trace de beauté, un rayon de lumière, qui nous survivra, espérons-le, à Marguerite Chamon et moi-même. Ah, d'accord. Bien, chers téléspectateurs, nous allons passer maintenant à notre deuxième invitée, Madame Marguerite Chamon.
Bien, quant à vous, Marguerite Chamon, vous avez été membre de la Société des poètes français de 1998 à 2020. Vous avez aussi été délégué de cette société pour la Seine-et-Marne de 2001 à 2010, puis de 2016 à 2020 avec Jean-Pierre Béchu. En 2010, en présence de nombreux poètes, le président de la Société des poètes français, Vital Heurtebise, vous a remis la médaille d'or et vous a décerné le titre de membre d'honneur. Au fil de votre carrière professionnelle, vous avez été institutrice, directrice de centre de loisirs et professeur de piano. Vous avez organisé de nombreux récitals et expositions d'art, des spectacles de danse et de chant donnés par des jeunes, mais aussi par des retraités. Vous avez également été délégué des jeunesses musicales de France. Depuis plusieurs années, vous êtes membre de Poètes sans frontières, association caritative fondée en 1993 par son président Vital Heurtebise. Vous êtes auteur de 3 recueils de poésie, d'une anthologie de la poésie en Seine-et-Marne et de 6 anthologies de poésie contemporaine parues aux éditions du Net et qui constituent une collection que vous rédigez avec Jean-Pierre Béchu. Bien, première question, Marguerite Chamon, vous avez été enseignante. Bien, concernant maintenant l'effondrement de l'école aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis née le 25 juillet 1930 et j'ai choisi d'être institutrice libre. J'ai commencé à enseigner en septembre 1948. J'avais tout juste 18 ans, avec mon brevet d'enseignement nommé brevet élémentaire, qui n'avait rien à voir avec les brevets actuels des écoles. Bon, Marguerite Chamon, que pensez de la baisse du niveau à l'école? À mon époque, la langue française était très importante. Nous faisions beaucoup de dictées, de rédactions, très sévèrement notées, ce qui nous obligeait à faire des progrès rapidement. Pour notre bien, évidemment. Nous le comprenions très bien. En classe préparatoire, nous avions une méthode excellente, la méthode Bocher, qui nous préparait bien à ce bon départ en français. Par exemple, une faute du verbe avoir au présent de l'indicatif, il a, confondu avec la préposition avec A accent grave, retiré 4 points sur 20. Pour les mots d'usage, c'était moins 2 points. En 6e, nous ne faisions plus de fautes ou presque. Quand je vois les dizaines de fautes que font les élèves qui ont obtenu le bac et qui sont dans les 2 années suivantes, comme en BTS, je suis atterrée. Est-ce que maintenant l'enseignement du français est-il mauvais? Je plains ces élèves, ce n'est pas de leur faute. En 1968, il a été décidé qu'il fallait laisser faire ce qu'ils voulaient. On ne voulait plus les forcer en quoi que ce soit. Voilà. Nous y sommes arrivés. Comment maintenant remédier à cela? J'ai eu des enfants à cette époque. Il n'y avait pas ces écrans comme maintenant. Mon mari et moi avions mis sur la table la méthode Bocher. À 3 ans, mon aîné a été intéressé par ce livre. En ma qualité d'institutrice, je lui ai fait l'école à la maison. Et à 4 ans, elle savait lire très couramment. Alors qu'en préparatoire, on commence à apprendre à lire à 6 ans. Elle avait donc 2 ans d'avance. À cette époque, en 1948, la musique était aussi obligatoire en classe de 3e au brevet élémentaire, et en l'année de mes 18 ans, j'avais en même temps que mes petits élèves 25
élève en solfège piano. Quel souvenir magnifique, j'ai toujours les photos. Le jour du brevet élémentaire, chaque élève devait présenter son cahier avec 6 chants que nous avions préparés dans l'année. Il fallait savoir en faire la lecture rythmique et ensuite solfier le chant choisi par l'examinateur. Que de choses ont changé depuis. Ce travail lié au chant contribuait aussi à l'apprentissage de la langue française. Il faut réintroduire les dictées, insister sur la lecture et la rédaction. Bien, effectivement, vous avez raison, il faut qu'on introduise les dictées parce que les dictées, elles n'existent pratiquement plus en ce moment. Oui. Madame Marguerite Chamon, vous organisez le 27 avril 2024 à l'Astrolabe de Melun, vous allez organiser le récital. Combien d'auteurs monteront sur scène pour dire leurs poèmes? Une trentaine vont dire leurs poèmes. Et ceux qui n'osent pas, parce que c'est difficile de lire un poème sur la scène, ont trouvé quelqu'un pour dire à leur place. Mais en dehors des auteurs, quelles sont les autres personnes qui monteront sur scène? En dehors des auteurs? Eh bien, les illustrateurs, leurs illustrateurs. Parce que dans notre livre, sur la page de gauche, il n'y a que des textes. Oui. Et beaucoup d'auteurs ont fait leurs illustrations eux-mêmes. Et ceux qui n'étaient pas doués en illustration ont choisi eux-mêmes, dans leur famille ou dans leurs amis, des illustrateurs. Est-ce qu'il y aura aussi des artistes? Oui. Alors, nous avons cette année, nous avons 2 guitaristes. Un luthier qui est aussi chanteur et un artiste professionnel aussi. Voilà. Ils vont dire chacun leur tour pour nous jouer des morceaux, ce qui va donner de la vie à notre récital. D'accord. Merci beaucoup, Marguerite Chamon. Oui. Maintenant, nous allons passer à notre 3e séquence, le plaisir de lire. Bien, nous allons commencer par Marguerite Chamon qui va nous lire son poème « Vacances en Provence ». C'est à vous, Marguerite Chamon. Mon amour, demain nous partirons tous les 2 en Provence. Oui, je suis fascinée par ce beau coin de France, par sa terre domptée, mais qui reste sauvage, par la diversité de tous ses paysages. J'aime tant son soleil, son accent, son ciel bleu, ses villages perchés, son Rhône impétueux. Nous prendrons, si tu veux, la route d'Avignon. Plus loin, nous saluerons Beaucaire et Tarascon, admirerons la plaine et les sommets bleutés, écoutant en rêvant les cigales chanter. Un jour, dans la Camargue aux étangs pleins d'oiseaux, nous pourrons approcher des taureaux, des chevaux. Et dans le Luberon, aux multiples fontaines, nous revigorerons nos croyances chrétiennes. Les abbayes sont là, Sylvacane et Sénanque, pour ranimer en nous l'énergie qui nous manque. Nous nous enivrerons sur le plateau voisin en respirant à fond l'odeur des lavandins. Les gorges du Verdon, au site impressionnant, m'attirent, c'est certain. Nous resterons longtemps sur la côte varoise, au site si joli. Nous ferons une halte, c'est un vrai paradis.
bien à l'ombre des pins au bord des grèves blanches, nous nous reposerons tous les deux sous les branches. Avant notre retour, nous visiterons Nice. Flâner dans les marchés sera un vrai délice. Et nous rapporterons un beau bouquet de fleurs à ceux que nous aimons, qui vivent dans nos cœurs. Ô terre de Provence, lieu de méditation, où tant de gens s'en vont chercher l'inspiration, peintres, sculpteurs, romanciers et poètes, aime ton sol béni, ô toi, pays des fêtes. Ah ben, c'est formidable. Chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Madame Marguerite Chamon a maintenant 94 ans. Et c'est une prouesse parce qu'à cet âge-là, lire encore avec allégresse, avec cette expérience que vous avez, c'est vraiment formidable. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième lecteur, c'est-à-dire celui qui était là avant, Jean-Pierre Béchu, qui viendra nous lire aussi un autre poème. Pondichéry. Le vent suave enivre la chair du rivage, où l'enfant voit un rêve au fond du coquillage, où le sable recueille le secret des vagues, mémoire du monde, lové de vague en vague. Un songe de mer et de lumière s'allume, la roche éternelle étincelle sous l'écume, et des soupirs de l'onde montent une harmonie. Du bout des ailes, l'oiseau sculpte l'infini. La houle des rêves. Les ailes de la nuit sèment sur la mer une nacre lunaire, dévoilent au rivage blême le silence qui libère. Un enfant, sur la grève, écoute chanter la houle de ses rêves. Houle infinie de l'onde féconde, où des songes bleus sommeillent, où vagabonde le feu du monde, et l'enfance s'émerveille. Un homme, sur la grève, écoute rouler la houle de ses rêves, songe vain, qui caresse la chair frissonnante de la mer, où se perd l'épaisse tristesse des jours fous et de la mer. Un vieillard, sur la grève, écoute faiblir la houle de ses rêves. Un souffle de sable sème dans l'air des éclats d'éternité. La mer tend son voile de beauté sur le mystère suprême. Bien, c'est sur cette lecture de Jean-Pierre Béchu que cette émission s'achève. Merci à vous deux d'être venus partager un moment avec nous à l'émission La Voix des écrivains. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous voulez sur YouTube et sur Facebook. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Denis Malonda, le présentateur de l'émission La Voix des écrivains.